si la décision dépend de moi, c'est non, un non ferme et catégorique. Alors d'abord, moi j'ai quitté la France dans les années 80. Beaucoup de gens me disent, ils viennent en Thaïlande, ah j'aimerais bien venir là, mais les petits-enfants, les machins, les trucs. Moi j'ai 2 enfants, il y en a un en Calédonie, l'autre au Canada. Alors, je peux résumer la France en une phrase, et c'est Coluche une fois de plus. Tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Je ne veux pas vivre dans un pays où j'ai plus de liberté, quoi. Ma vie, elle n'est pas en France, en tout cas. Elle est dans un endroit où je peux me sentir libre, où je peux, où il y a une bonne sécurité, où je peux me faire des potes. Alors, les serpents, il y en avait au début, ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en avait un qui était caché derrière le poteau, là, à côté du lit. C'est-à-dire que du lit, je voyais le serpent. En cash, je dirais, c'est dans l'ordre de 800 000 euros. Alors salut Dominique, comment tu vas? Je vais bien. Petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et votre commentaire, bien sûr c'est important. Pour les personnes qui souhaitent avoir un entretien personnalisé avec moi en visio, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email. Alors dis-moi Dominique, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Ça fait 5 ans que j'y habite, mais ça fait une quarantaine d'années que j'y viens de manière sporadique. En vacances, en voyage. Du coup, pourquoi la Thaïlande? Alors, pourquoi t'es venu vivre en Thaïlande? Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai même pu prendre 4 années sabbatiques avec mes enfants. Donc, on a voyagé un peu partout. J'étais en Amérique du Sud, en Afrique. Et l'Asie m'a toujours attiré, et spécialement la Thaïlande, qui représente un super bon compromis entre la tradition, le progrès. C'est un pays où on se sent bien. Enfin, voilà, c'est le pays où je me sens le mieux. Dans les autres pays d'Asie, j'ai pas trouvé cette chaleur, cette façon de vivre qu'il y a en Thaïlande. Qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Donc je fais rien, je suis un retraité. Ok. Avec très peu de moyens parce que j'étais victime d'une escroquerie en Thaïlande. D'accord, on va en parler tout de suite, enfin bientôt là dans les prochaines questions, mais tu me disais que t'étais, tu me dis que tu fais rien, mais tu as quand même une occupation. Tu me disais que tu étais président d'une association. Voilà. Donc, suite à cette escroquerie, où il y a 3000 personnes impliquées, il y a une association qui s'est créée et je suis président de cette association. Et donc, je gère l'aspect de cette association en Thaïlande. Mais l'association, elle est partout dans le monde, partout où il y a eu des victimes. D'accord. Ah, c'est pas uniquement en Thaïlande. Non. Ouais. D'accord. Moi, je suis le seul représentant de du bureau de l'association en Thaïlande, mais on a des adhérents un peu partout dans le monde, quoi. D'accord, ok. C'est des arnaques, quoi, en fait. Oui, en fait, c'est un promoteur immobilier qui construisait des hôtels et qui les vendait par chambre, quoi. Okay. Et avec un contrat où il y avait... c'est-à-dire qu'on payait cash d'entrée et il y avait un buyback le temps de la construction. Et après, un contrat de location pendant 10 ans où il payait un loyer, quoi. Et après, selon les cas, il rachetait au bout de 10 ans ou pas. Enfin, ça dépendait des opérations et des contrats, quoi. Ok. Et donc toi, t'as été lésé dans cette histoire. T'as perdu combien, alors, du coup? En cash, je dirais, c'est dans l'ordre de 800 000 euros. Mais le préjudice calculé par un avocat... Ah, en cash, d'accord. T'avais donné de l'argent cash, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est parti pour les petits oiseaux. Ouais. Et puis, on estime le préjudice... c'est à peu près le double, le préjudice, parce que le capital est perdu, donc l'argent que générait le capital est perdu aussi. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà, et les affaires qui n'ont pas foiré, on a été obligé de vendre pour bouffer, payer les avocats et tout ça, quoi. Ah ouais, donc c'est une perte colossale, quoi. Nous, on estime que la totalité de l'escroquerie, c'est 500 millions d'euros. Waouh, ok. Ouais. Et donc, ça a été pour toi, je suppose, très compliqué parce que tu as perdu énormément d'argent et je suppose que c'était un petit peu, on va dire, ton réservoir, enfin ton budget, quoi, enfin l'argent que tu avais de côté pour pouvoir vivre tranquillement en Thaïlande. Est-ce que tu as une retraite quand même de France? J'ai une retraite très minimaliste. En fait, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans un territoire d'outre-mer, et j'étais à mon compte. Et donc, il n'y a pas de possibilité, quand on est à son compte, de cotiser à une caisse de retraite publique. Donc, en fait, ce que les gens y font, c'est d'économiser et puis d'investir. Donc, nous, on avait splitté sur 4 promoteurs différents, et puis tout s'est écroulé, quoi. C'est-à-dire que c'est le problème du château de cartes, hein. On enlève une carte, et puis
le reste ne tient pas, quoi. D'accord. Alors toi, ton rôle dans l'association, alors c'est de défendre un petit peu de défendre les victimes. Donc, comment que ça se passe un petit peu Alors, nous, on apporte une assistance logistique en Thaïlande, enfin, c'est moi, en aidant les gens, on conseille les gens de manière générale partout. On a acheté un nom de domaine, on a des adresses mail, on a une info, bien sûr, enfin une adresse info, on récupère les informations, on fait des newsletters, on essaye de faire une fois par mois, mais c'est pas forcément régulier, c'est quand on a des informations à communiquer. Et moi, en Thaïlande, j'accompagne les gens qui veulent porter plainte auprès de la DSI. D'accord, la DSI, c'est un service de police. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas. Ouais, les gens en Thaïlande, ils aiment bien dire que c'est le FBI. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, En fait, c'est une branche du ministère de la Justice thaïlandais qui ne s'occupe que des grosses opérations. Des grosses affaires. Voilà. C'est souvent ceux qu'on voit à la télé, là. Voilà. Le mec qui se fait voler son scoot, il va au commissariat du coin. Si on se fait voler 10 appartements, ben on va à la DSI. Donc, j'accompagne les gens, je sers d'interprète français-anglais quand on a des gens qui parlent pas anglais. La DSI met à disposition un interprète anglais-thaï, mais pas français, donc je sers d'interprète. Et tout ça, c'est gratuit ou alors c'est bénévole, oui, c'est bénévole. Okay. On demande une participation aux gens parce que c'est des frais. Ouais, moi j'ai 2 jours de déplacement, faut que j'aille à Bangkok, faut une nuit d'hôtel et tout ça. Mais aucune personne de l'association n'est rémunérée pour quoi que ce soit. Hein. D'accord. Donc bien sûr, je mettrai le nom de ton association en description de vidéo pour s'il y a des gens qui ont des soucis, je suppose qu'ils pourront te contacter. Oui, bien sûr. Alors, nous, on ne s'occupe que de... D'accord. Ah oui, donc toi, tu t'occupes en fait que de cette affaire-là. Que de cette affaire-là. D'accord. Donc, si c'est pour autre chose, ils peuvent pas... Ils peuvent nous contacter parce que... Tu pourras peut-être les aiguiller. Voilà. Nous, on a des gens qui nous ont appelés avec d'autres promoteurs. On donne des conseils quand on peut les donner. Je sais pas si vous voyez, les amis, mais là, on est vraiment... on est dans une région que j'adore beaucoup. C'est, on va dire, c'est la région de Kaeng Krachan. Ouais, on n'est pas loin de Kaeng Krachan. C'est vraiment une région typique, très jolie, vraiment sauvage de Thaïlande, dans les alentours de Hua Hin. Regardez, je vais vous montrer rapidement on est à côté d'un champ d'ananas. Je vais vous montrer rapidement les petits ananas. Voilà, hein. Du coup, les ananas, ça pousse comme ça. Alors souvent, il y a des personnes qui pensent que ça pousse dans les arbres, mais pas du tout. Tout à l'heure, d'ailleurs, on verra ta maison, parce que tu as une maison, pareil, hein, vraiment atypique, en bois, thaïlandaise. Je suppose que ton train de vie a dû changer depuis cette histoire-là. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu avant ton train de vie que tu avais avant et ton train de vie de maintenant? Si on veut donner des chiffres, je suis passé de 3 000 € à 700 €. Après... Donc maintenant, tu vis avec 700 € en Thaïlande. 700 €, et j'ai une compagne qui a 2 filles merveilleuses qui ont 18 et 21 ans et qui font des études supérieures. Et donc, ça a un coût. D'accord. Donc, c'est compliqué. Ok. Donc, en plus, il faut que tu participes aussi à ça. Oui, mais j'ai fait le choix. Non, mais comme quoi que c'est possible, parce qu'il y a plein de personnes, en fait, qui pensent que c'est pas possible de vivre en Thaïlande, voilà, par exemple, avec 700 € par mois. Alors, c'est dur. Et ça demande... Le possible ou pas possible, il est pas matériel, il est dans la tête. Moi, je dis toujours, parce que les gens me disent, mais comment tu fais pour pas déprimer et tout. J'ai dit, ils m'ont piqué mon pognon, ils vont pas me piquer ma joie de vivre, quoi. Donc, je me suis adapté à cette situation. Alors, j'ai dit, comment je vais faire? J'ai que cet argent-là, quelles sont les priorités et qu'est-ce qui est accessoire? L'accessoire, on va le laisser tomber, on va s'occuper que des priorités. Ce qui est priorité, c'est se loger, payer son électricité, avoir un téléphone, manger, voilà. Après, boire de la bière dans les bars, c'est un accessoire, c'est pas... en plus, c'était pas mon truc. Alors voilà, donc ça, j'ai abandonné. Manger du fromage, j'ai abandonné. J'ai coupé tous les postes qui coûtent cher et dont le plaisir est selon moi relatif. Voilà. Et qui sont pas forcément, comment on peut dire ça, obligatoires, quoi. Enfin, c'est des choses superficielles. Voilà. Donc tu te contentes de vivre tout simplement. La maison, on a pas mal de terrain, on a planté. Donc ma compagne, elle est très dans le truc de la nature. Donc on plante des trucs et je pense que 70% des légumes qu'on mange viennent du jardin.
Ah ouais, donc déjà, voilà, vous avez beaucoup beaucoup de choses que vous ne payez pas au niveau de la nourriture. Ouais. Voilà, mais ceci dit, en Thaïlande, je veux dire, pour 20 bahts, on a 1 kilo de... Ouais, ouais. On a 1 kilo Ouais. Et donc, à la finale, c'est une vie qui est saine, en vérité. Complètement, ouais, j'ai pas de problème de diabète, j'ai pas de problème de cholestérol, j'ai pas tous ces problèmes-là, ouais. En plus, ma compagne, elle a de très très grandes connaissances en médecine, et notamment en médecine des plantes et tout ça en Thaïlande. Donc quand il y a quelque chose qui va pas, elle va cueillir des herbes, elle fait une infusion. Elle te soigne avec les... Ouais, on se soigne avec ça. Ouais, c'est génial. Puis, ouais. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es épanoui, toi, dans cette nouvelle vie, on va dire? Oui, moi je suis très bien. Bon, il y a des moments où l'argent, en fait, c'est quand il y a un imprévu, quoi. Faut payer l'université pour la fille. Bon, si j'ai pas d'argent, bon, c'est là où il faut jongler, quoi. Parce que, en plus, en Thaïlande, bon, on a du mal à prévoir, quoi. Enfin, il faut payer demain ou après-demain, quoi. Donc voilà. Si on n'est pas capable de s'adapter aux situations quand elles changent, ben on se rend malheureux soi-même, quoi. Toi, tu connais un petit peu, tu es informé par rapport aux arnaques qui se passent en Thaïlande. C'est quoi alors les arnaques les plus fréquentes dont les gens sont victimes en Thaïlande? Je dirais que bon, beaucoup de gens investissent dans l'immobilier, enfin pour le domaine où je connais. Et je dirais il faut pas acheter quelque chose qui est ce qu'on appelle en VFA en France, c'est-à-dire en état futur d'achèvement. C'est-à-dire, faut pas acheter un truc qui n'existe pas. Tu veux dire des choses sur plan? Sur plan, faut pas. Mais il y a des personnes qui le font et que ça se passe très bien. Il y a un gros risque. Il y a un gros risque. Ok. Il y a un gros risque. Le seul, dans tous les biens immobiliers qu'on avait achetés, le seul qui n'a pas foiré, c'était un truc qui existait. D'accord, ok. Donc, à la limite, si le promoteur tient pas ses engagements, les promoteurs, ils vous promettent 10% par mois, par exemple. Enfin, 10% par an payé par mois. Et s'il tient pas ses engagements, vous avez le bien, même si vous l'avez payé 50% plus cher, vous n'avez pas tout perdu. Nous, on a tout perdu. Sur une opération, ils ont vendu 1100 logements sur un terrain qui est inconstructible. D'accord. Donc on a payé, c'était 100 000 euros à peu près, l'appartement. On n'a rien en face. Ouais, on n'a rien. D'accord, ouais. Donc toi, c'est ce qui s'est passé pour toi. Tu avais acheté quelque chose sur plan et à la finale, vous avez rien eu. Voilà. Bon, je connais beaucoup de personnes qui ont fait des achats comme ça sur plan et ils ont eu aucun souci. Ça s'est très bien passé. Et en fait, je fais même aussi des vidéos aussi parfois sur l'immobilier avec un agent immobilier à Hua Hin. Et il a déjà vendu des biens immobiliers à des personnes, à des compatriotes français, etc. Et il n'y a eu aucun souci, ça s'est très bien passé. Après, je pense qu'il faut faire attention aux promoteurs, surtout déjà se renseigner sur le promoteur et pas prendre, pas prendre n'importe quel promoteur. Voilà, je pense que déjà ça peut être important. Il y a une autre chose dans notre situation à nous, c'est que le Covid est arrivé au milieu et beaucoup de promoteurs ont utilisé le Covid comme excuse en disant voilà, on peut plus payer et on sait que pour certains c'était pas vrai. C'était une excuse. Ceci dit, il faut être vraiment sûr de son promoteur. Comme je vous dis, moi, le seul appartement qui n'a pas foiré, donc c'est un promoteur qui travaille sur Hua Hin et qui fait des promotions en ce moment. Donc il vend forcément sur plan parce que sinon il n'obtiendrait pas le financement pour construire, et c'est quelqu'un de fiable. D'accord. Mais bon, le problème, c'est qu'un investisseur, un Français, il vient en Thaïlande, il veut investir, il connaît pas le milieu. Moi, ça fait 5 ans que j'habite ici, dans la région de Hua Hin, ça fait 40 ans que je viens en Thaïlande. Donc, je commence à avoir une bonne idée des choses, quoi. Tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est important de bien se renseigner avant, etc., de pas venir de se jeter dans la gueule du loup en 5 minutes, quoi. Voilà. Alors, je vais faire une petite confidence. J'ai discuté avec un avocat ici à Hua Hin et il voulait pas trop parler. Et en fait, les gens, ils répugnent à payer 1000 euros ou 1500 euros un avocat qui va dire ouais, c'est fiable ou pas fiable. Et en fait, cet avocat, il m'a dit
il y a des gens qui m'ont payé, et tous les gens qui m'ont payé, pour qui j'ai émis un avis, n'ont pas acheté chez ce promoteur-là. D'accord. Donc, je dirais, bon, voilà, le bon conseil à donner, vous allez investir 100 000 euros, 150 000 euros, vous pouvez mettre 1 000 euros chez un bon avocat qui lui connaît le milieu et qui va vous dire... Il va vous dire, vous pouvez y aller, ou c'est dangereux, c'est risqué. De toute façon, voilà, c'est le conseil aussi que je donne à chaque fois. C'est de toute façon, c'est la première chose à faire. Enfin, une des premières choses à faire, c'est de prendre un avocat qui est compétent et qui connaît, qui connaît le milieu, quoi. Et qui est indépendant du promoteur. Voilà, ouais. Ouais, qui ne travaille pas pour le promoteur. Ouais, parce que nous, il y avait un avocat qui nous conseillait, mais qui travaillait pour le promoteur. D'accord, ouais. Donc ça, on l'a su après, bien sûr. Et donc c'est là que tu plantes tes petits légumes. Là, on va, voilà, ça je viens de faire parce que alors vous avez un grand terrain. Hein, voilà, ouais. Ça fait combien de ça fait 2 rails et demi. Deux rails, ouais, c'est ce que j'allais dire. 2 rails. Ah, mais il est là ton trou d'eau. Voilà. D'accord. Donc là, ouais. Il y a de l'eau là en ce moment ou oui, il y a de l'eau. C'est sec. Et là, les haricots longs. Et là, le problème, c'est que ça pousse très très vite. Il faut récolter tous les jours. Ah ouais, parce que sinon ça sèche là. Et voilà. Et on a été absent 2 jours. Et ils ont séché. Ils ont séché, mais on va les récupérer. Je pense qu'on peut manger les... Tu peux faire quand même quelque chose, même quand ils sont secs. Ouais, parce que du coup, c'est comme les haricots. Il y a le haricot à l'intérieur. Les graines dedans, ouais. Voilà, et on peut manger ça, voilà. Et est-ce que tu as des serpents? Ouais, d'ailleurs, des serpents dangereux ici quand même. Ouais, alors j'ai vu un cobra, un peu où on est allé tout à l'heure marcher. Ah ouais, d'accord. J'ai vu un cobra sur le chemin. Et les chiens... Les chiens, ils sont très durs avec les serpents, c'est-à-dire les chiens, ils savent si le serpent est dangereux ou pas. D'accord. Et si ils arrivent à le sentir. Ouais, s'il n'est pas venimeux, ils en font des morceaux, quoi. Et là, pour le cobra, il s'approchait pas et les chiens étaient très très hargneux. C'est comme ça que j'ai vu le cobra. Et je me suis approché un peu, mais comme je les connais pas bien, j'ai pas voulu m'approcher trop près parce que j'ai peur des cobras qui crachent et qui t'aveuglent. Et comme c'est au milieu de la pampa, ils peuvent cracher. Oui, il y a une espèce de cobra, des spitting cobras. Et ils arrivent à 3 mètres, jusqu'à 3 mètres, ils arrivent à te cracher dans les yeux et t'es aveuglé, quoi. Ah ouais, c'est fou ça. Donc, voilà, le trou d'eau. Alors là, bon. Vous avez des poissons là-dedans? Ouais, il y a des poissons. Des pladouks, poisson-chat. Des poissons-chats, ouais. En fait, un jour, on en a acheté 2 au marché, qui étaient toujours vivants. Au lieu de les mettre dans la poêle, on les a mis là. Ouais, j'adore ça, moi, le pladouk, c'est trop bon. Donc, Pladoukian, au barbecue. Ouais. Oh la mémère, elle est là, elle est venue nous faire coucou, la maman des petits chiots. Non, c'est pas la maman. Ah non, c'est pas la maman, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui est jalouse. La pauvre. Ouais. Eh ben c'est super moi je trouve que vous êtes super bien ici. Voilà, vous avez une vie simple, mais parfois c'est, on va dire, c'est pas plus mal d'avoir une vie comme ça, saine. Après. Chacun ses envies, chacun ses... Voilà, hein, mais moi, je trouve que c'est une vie saine, je trouve que c'est bien. Ouais. Le problème des pharangues retraités en Thaïlande, souvent, c'est que les mecs, ils passent d'une activité professionnelle où ils sont occupés à plus rien. Et j'ai des amis, des copains, ils sont finis, ils sont foutus, ils ont même pas 70 ans, ils sont morts. Parce qu'ils font plus rien. D'accord. Ils passent leur journée sur des tablettes, des téléphones. À picoler. Voilà. Ils picolent le soir ou même la journée. Et ils n'ont plus d'activité. Et toi, tu arrives à occuper tes journées de quelle façon alors? Nous, on est occupés. Bon, déjà, l'association me prend du temps. Ouais. La gestion de la famille aussi. Bon, je disais que j'étais à Platchouap hier, c'était pour accompagner les filles de ma compagne qui passent les examens, qui passent des concours parce que ils sont en fin de lycée, donc pour les études supérieures. Donc voilà, ça nous occupe 2 jours. Demain, je vais à Bangkok à la DSI accompagner quelqu'un qui va porter plainte. Mercredi, il faut que je retourne à Hawaï. Donc c'est une personne qui a été lésée dans la même affaire que toi encore. Voilà. D'accord. Okay. Donc on l'accompagne. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il est déjà à Bangkok. Voilà. Et puis ici, on a beaucoup de travail. On fait beaucoup de choses ici. Et alors, sur le volet intellectuel, alors ça c'est un conseil que je donne aux gens, faites quelque chose de votre cerveau, mais autre chose que Facebook, quoi. Moi, en ce moment, j'apprends l'italien.
Tout le monde me dit, ça sert à quoi? Tu vas pas aller vivre en Italie? Non, ça sert à maintenir mon cerveau en état. Exactement. Voilà. Et puis les langues, c'est très. Enfin, moi, je trouve que ça sert toujours dans la vie. Tu peux rencontrer un Italien et au moins, bah, tu pourras discuter avec lui et ça lui fera plaisir de discuter avec toi, de dire. Et puis, comme tu dis, ça fait marcher le cerveau. Et puis en plus, c'est une langue magnifique, l'italien. Ouais. Alors moi, je parle bien l'espagnol. Et du coup, et le thaï, alors, donc tu apprends l'italien, mais tu n'apprends pas le thaï. En fait, le pays où j'ai le plus appris de la langue du pays en le visitant, c'est du chinois en Chine, parce que personne ne parlait anglais. Donc tu étais obligé de donc on avait un vocabulaire après 2 mois de Chine de 100 mots, 150 mots. On était capable de demander du poisson, du poulet, du riz, l'addition, les toilettes, tout ça. Parce que sinon, ouais, t'étais dans le pas de chinois, caca, quoi. Pas de chinois, pas de chocolat. Voilà. Et par contre, en Thaïlande, on trouve des gens qui baragouinent anglais. Ils parlent en général mal anglais, mais on trouve des gens qui baragouinent anglais. Et moi, avec ma compagne, au lieu de parler en thaï, vous parlez anglais. Voilà. Donc, je suis un niveau débutant en thaï. Mais je regrette de pas mieux parler thaï, bien sûr. Et tu vas t'y mettre peut-être un jour? Oui, non, mais je vais m'y mettre. En fait, j'apprends l'italien. Après l'italien. Non, j'apprends l'italien avec une application. Ouais. Et il n'y a pas de thaï. Ok, Dominique. Donc là, bah, on est chez toi, hein, dans ta maison. Comment que ça s'appelle alors du coup ce style de maison là? C'est un nom spécial, non? Je sais pas. Non, je sais pas. Mais du tout. C'est les chalets en bois. Ouais, c'est vraiment une maison en taille avec à l'ancienne. Tu sais, c'est à peu près de quelle année ou c'est une maison qui doit avoir 30 ans à peu près. Une trentaine d'années. Une trentaine d'années, ouais, qui est restée vide pendant un certain temps puisque les personnes qui y habitaient étaient des personnes âgées. Bon. D'accord. Ils ont fini par décéder, malheureusement. Les héritiers nous ont vendu la maison. On a eu beaucoup de travail. On va monter, ouais, si on peut. On a eu beaucoup de travail parce que c'était dans l'état d'une maison abandonnée, quoi. Ouais. Du coup, je suppose que ça n'a pas dû être bien cher. Je vais enlever mes claquettes. On l'a payé 1,5 million, il n'y a pas de 1,5 million de bahts. Ouais, avec le terrain, bon, il y a quand même. Ah ouais, c'est spacieux en fait. Ah ouais, en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de cloison, c'est une seule pièce. Attendez, je vous montre tout ça. Donc ouais, il n'y a pas du tout de. Donc c'est un grand espace à vivre en fait. Ouais. Avec là, bah, votre dressing, c'est tout propre, tout. C'est génial. Hein. Et donc, vous dormez à combien de personnes? On dort à 2. Vous êtes que tous les deux? Ouais, on est que tous les deux. Et il arrive que les filles de ma compagne viennent passer un week-end ici, donc à ce moment-là, elles dorment là. Non, mais habituellement. Eh ben, écoute, c'est super. Moi-même, c'est la première fois que je rentre dans une maison comme ça. J'avais toujours voulu voir un petit peu à l'intérieur comment c'était. Et moi, je pensais que c'était quand même cloisonné, en fait. Alors peut-être que des fois ils cloisonnent, non? Je pense qu'il y en a qui mettent des cloisons. Parce que là, on dirait qu'il y avait une. Je pense que ça devait être une séparation, ça, la petite bordure. Je sais pas. Mais alors, on voit ici, là, il y a une bordure. Mais moi, ça me va bien. Pour l'instant, tant qu'on est que tous les deux, moi, ça me va bien de vivre comme ça, d'avoir un grand espace. Il faut avoir les idées qui vont avec, parce que bon, il n'y a pas de fenêtre, c'est tout ouvert. On a mis des moustiquaires parce que, comme c'est ouvert. Ouais, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs au niveau des moustiques, etc. Non, même des serpents et tout, non? Alors les serpents, il y en avait au début, ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en avait un qui était caché derrière le poteau, là, à côté du lit. Ah ouais. C'est-à-dire que du lit, je voyais le serpent, quoi. Ah ouais, donc ouais. Mais bon, moi, j'ai pas peur. Ouais, t'as pas peur. Et tu sais si c'était des serpents non, c'est un golden tree snake. C'est pas venimeux. Par contre, ça mord, hein, comme tous les serpents mordent, mais certains sont venimeux, d'autres pas. Et j'ai une photo, il y en avait un qui était en haut, parce qu'en fait, il essayait d'attraper les gros geckos. Il a réussi, d'ailleurs. D'accord, ça se nourrit de geckos. Donc, je l'ai attrapé et je l'ai mis dehors, le serpent. Bon. C'est vraiment une vie simple, quoi. C'est vraiment. Mais moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est. Après, bon, c'est vrai que ça doit pas être facile tous les jours, parce que même quand il fait chaud avec comme ça, non, ça va. Alors, moi, quand je suis arrivé à Wayne, j'ai loué une maison, mais je l'ai louée depuis la France pour 1 mois. Puis quand je suis arrivé, le truc, il y a une maison qui fait 150 mètres carrés, 400 mètres carrés de terrain, et un mur
qui fait 2,50 m tout autour. Donc c'est un four solaire, quoi, la maison. Nous, il n'y a pas de clim, il peut pas y en avoir. Hein. On peut pas mettre de Ah bah clim, non, ouais, c'est ouvert de partout. Ouais. J'ai eu chaud en 1 an et demi, une nuit. Une nuit, j'ai eu chaud. Bah, c'est ce que, en fait, c'est vrai que là, en discutant, je m'en aperçois. Bah, déjà, c'est du bois, donc je pense que ça isole plutôt bien au niveau des. Et puis, en fait, c'est aéré, ça circule de partout. Ouais, voilà, je veux dire, les vieux, ils avaient inventé tout parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour l'électricité, la clim. Bah, ça n'existait même pas à l'époque. Voilà. Donc, les maisons sont bien adaptées au climat. On a un ventilateur, ça fait 3 semaines, un mois qu'on ne l'a pas utilisé. Bon, pendant la saison des pluies. Ouais, parce qu'en ce moment, il fait bon, on est dans la saison fraîche. Voilà. Et pendant la saison des pluies, il pleut beaucoup et l'évaporation de l'eau, elle pompe des calories sur le milieu, donc ça fait chuter la température de 3 ou 4 degrés. Non, c'est très confortable. Hein. Bah, je vois ça, ouais, franchement, puis c'est très propre, c'est très, puis enfin, on se sent en sécurité, c'est solide, quoi, c'est pas branle-ballon, quoi. Et est-ce que tu penses un jour rentrer en France ou pas du tout? Non, direct. Non, si la décision dépend de moi, c'est non, un non ferme et catégorique. Après, pour quelle raison? Il peut y avoir des tas de contraintes. Alors d'abord, moi j'ai quitté la France dans les années 80. Donc, je veux dire, quand on vit quelque part, on vit dans un milieu, on vit avec des gens, des amis, de la famille, tout ça. Moi, comme j'ai quitté il y a 40 ans, j'ai gardé un lien qu'avec ma famille. Bon, la famille, il m'en reste plus beaucoup en France. Et les amis, ben, il y en a plus. En 40 ans, forcément, les gens, ils m'ont pas attendu. Donc, je sais pas. Beaucoup de gens me disent, ils viennent en Thaïlande, j'aimerais bien venir là, mais les petits enfants, les machins, les trucs. Bon, moi, j'ai 2 enfants, il y en a un en Calédonie, l'autre au Canada. Alors, je peux être prêt, pas des 2 en même temps. Ils sont chacun à l'autre bout du monde. Voilà, j'ai des petits enfants, donc maintenant avec Internet, on peut se faire des coucous et tout. Mais après, pour le problème, je peux résumer la France en une phrase, et c'est Coluche, une fois de plus. Tout ce qui est pas interdit est obligatoire. Je ne veux pas vivre dans un pays où j'ai plus de liberté, quoi. Et le paradoxe, c'est que si on compare la Constitution française, la Constitution thaï, on va se rendre compte que la Constitution thaï est beaucoup plus contraignante. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire en Thaïlande et tout. Et au jour le jour, on est plus libre ici. Je parlais avec un adhérent ce matin, quelqu'un qui était prof de fac, qui est à la retraite et qui vit à Buriram. Et il était d'accord avec moi, mais complètement. Il se sent beaucoup plus libre en Thaïlande qu'en France. Ah, bah, moi, je suis 100% d'accord avec toi aussi, parce que, et en plus, en France, maintenant, il y a de moins en moins de liberté, maintenant. T'as des interdictions pour tout, quoi. Au début du Covid, j'étais ici. Alors, vraiment, au tout début, en janvier, ma sœur est venue, on est allé en Birmanie, on est revenu, ça a commencé à monter en pression un peu, le Covid. Et moi, ça faisait... j'étais arrivé en juillet de l'année d'avant, on était en février, donc ça faisait 7-8 mois. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre en France pour le Covid ou je reste en Thaïlande? Je dis non, je reste en Thaïlande, parce qu'ils vont mieux le gérer qu'en France. La Thaïlande, c'est le même nombre d'habitants que la France. T'as bien fait, parce que... C'est la même surface que la France. Il n'y a pas eu de confinement ici. Ils nous ont pas embêtés avec quoi que ce soit. Ils nous ont demandé de mettre les masques quand on allait dans les lieux publics. Ils ont fermé les lieux où les publics, quoi, les bars, les choses comme ça. Ouais, les bars, les salons de massage ou les trucs comme ça, parce que les gens se touchent et donc il peut y avoir contamination. C'est normal, et en bout de course, qu'est-ce qui s'est passé? En Thaïlande, il y a eu, je crois qu'il y a eu, en France, on a reconnu 100 000 morts du Covid. En Thaïlande, ils ont reconnu 1000 morts du Covid. Voilà. Alors même si les gens, ils ergotent sur les nombres, enfin 1000, c'est pas 100 000, quoi. Enfin, non, mais de toute façon, ça a été beaucoup mieux géré, voilà. Donc ça c'est une certitude. Non. On a fait une expérience. J'étais revenu entre 2016 et 2019. Alors, on avait de l'argent, donc on avait acheté une vieille ferme dans les Hautes-Pyrénées. On a fait des travaux dedans. On avait nos chiens. En fait, on était rentré en France pour les chiens, les huskies, pour qu'ils voient la neige et tout. Et en fait, de neige, je sais pas, ils ont pas payé la facture ou je sais pas quoi, mais il y en avait pas. En fait, on est resté 3 ans parce que on n'arrivait pas à revendre les biens immobiliers qu'on avait achetés. Mais sinon, je serais reparti. Moi, je suis parti il y a trop longtemps. Je suis parti dans les années 80 de la France. J'ai vécu un peu partout. Ouais, ta vie est ici, quoi. Ma vie, elle n'est pas en France, en tout cas. Elle est dans un endroit où je peux me sentir libre, où je peux, où il y a une bonne sécurité, où je peux me faire des potes. Je vais à l'épicerie, là. Il y a donc le propriétaire thaïlandais, là, à chaque fois on rigole, on communique mal parce qu'il parle pas anglais, moi je parle pas beaucoup thaï, mais
je veux dire, je vais là-bas, je bois un café, je passe un bon moment, quoi. Voilà. En France, c'est devenu, tout est compliqué. Il y a les villages, il y a plus rien, c'est vide, c'est mort. Je veux dire, il y a même plus une boulangerie, il y a même plus un bistrot. Voilà. Certains endroits qui sont complètement déserts, quoi. Voilà, ici, moi j'habite à la campagne, au milieu de nulle part. Je fais 100 mètres, il y a une petite épicerie. Voilà, et puis il y a beaucoup de stands ambulants. Voilà, il y a beaucoup de, on téléphone, quelqu'un vient. La street food, des gens qui vont vendre des légumes sur 3 tréteaux. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un expatrié à un futur expatrié? En Thaïlande? Ouais, en Thaïlande. Qu'ils viennent. Moi, je dirais, il faut que quelqu'un vienne 2 mois, 3 mois et qu'il essaye différentes places, parce que la Thaïlande, c'est très très varié. Il y a plein d'endroits un peu... Enfin, il y a plein d'endroits différents entre Chiang Mai, Phuket, Pattaya, Hua Hin ou au milieu de Lisan. C'est des vies qui sont complètement différentes. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir y passer du temps. Hier, j'ai été à Prachuap, donc qui est la capitale de la province où on est. J'y étais pour des raisons pas professionnelles, mais personnelles. Et j'ai passé 24 heures là-bas. Et j'ai trouvé la ville sublime, quoi. Bah, pour moi, c'est une pépite, cette ville. Ouais. J'aime beaucoup, c'est magnifique. Voilà, j'aurais jamais eu l'idée. Alors, je suis à 80 km de Prachuap. J'aurais jamais eu l'idée d'aller m'installer là-bas. Moi, j'avais fixé un peu Hua Hin. Et j'ai trouvé ça tellement agréable. La ville est propre, elle est belle. Il y a plein d'activités. Il y a beaucoup d'étrangers. J'ai vu beaucoup d'étrangers. De plus en plus, parce qu'en fait, c'est une ville qui est en plein essor. Enfin, qui se développe. Qui reste encore très méconnue, heureusement, parce que j'espère que ça va le rester même le plus longtemps possible. Mais pareil, dernièrement, j'y étais la semaine dernière et j'ai vu beaucoup plus bon, après, c'est parce qu'aussi on est en saison haute, mais j'ai vu beaucoup plus d'étrangers qu'auparavant. Si quelqu'un veut venir s'installer en Thaïlande, il ne faut pas de France qui regarde 3 images sur Internet et qui dit je veux aller là. Non, il faut qu'il vienne en Thaïlande, il vient avec un sac à dos et puis il se balade pendant 1 mois, 2 mois et à la limite il revient un an après ou quelques mois après pour revisiter. Découvrir d'autres endroits et se donner une vraie idée de quel endroit lui correspondrait, parce que par exemple, toi, peut-être que tu vas aimer Hua Hin, il y en a d'autres qui vont aimer Chiang Mai, enfin, ça va plus leur correspondre, quoi. C'est des vies qui sont complètement différentes. Voilà. C'est ce qu'on attend de... Moi, j'aime bien Hua Hin parce que Hua Hin, il y a des facilités pour des étrangers sans que la culture thaï ait été emportée par un tourisme exacerbé. Ouais. J'ai été à Phuket parce que j'ai des amis qui y étaient, j'étais passé 3 jours avec eux, j'ai pas aimé du tout, j'aime bien la vieille ville de Phuket, mais pour y passer une journée, pas pour y vivre, quoi. Pattaya, on y va souvent pour l'association, je me vois pas vivre à Pattaya. Après, bon, oui, après, c'est les goûts de chacun, les envies de chacun, les besoins de chacun. Tout le monde est différent, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc, il faut vraiment se donner son avis par soi-même, venir visiter la Thaïlande et voilà. Ok, Dominique, écoute, merci beaucoup. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Dominique, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou email. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye. Bye.